Bonjour à tous. Bonjour à tous, ici Caribou. Et on va parler aujourd'hui de opulence mythique. Alors, je vais vous proposer un guide qui va se faire en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la philosophie du fight. Quel état d'esprit vous, en tant que RL ou en tant que joueur, vous devez avoir quand vous arrivez sur le fight. Voir un petit peu si c'est un état d'esprit qui est assez individualisant et qui va vous demander de vous responsabiliser, ou est-ce que c'est vraiment plutôt un état d'esprit, on fonctionne en équipe main dans la main et on essaie de tomber le boss tous ensemble. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des différentes capacités du boss, si elles ont changé par rapport au HM, ou s'il y a des nouvelles capacités. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la compo de raid qu'il vous faut pour tomber ce boss là, même si je pense pas qu'il y ait vraiment des classes qui soient nécessaires, à part peut-être une en particulier. Une qui peut. Enfin, il y a plusieurs classes, enfin beaucoup de classes apportent des avantages, mais il n'y a vraiment pas d'obligation d'emmener des classes pour tomber le boss. Ensuite, on va regarder un peu le down que ma guilde a fait. On va regarder un petit peu ce qui était bien, ce qui était pas bien, voir un peu les différents overlaps, pour espérer que quand vous referez le fight, vous retrouverez un petit peu ces overlaps là, et vous saurez quoi faire. Et ensuite, je vous filerai des Wikora, des logs, et des liens que vous trouverez tout dans la description pour que vous puissiez partager ça avec vos amis ou venir éventuellement me contacter pour me poser des questions. Voilà, donc on va tout de suite commencer sur la philosophie du fight. La philosophie du fight, elle est clairement plus sur quelque chose qui est assez responsabilisant, dans le sens où les joueurs sont vraiment... chaque joueur est est un peu seul en fait dans ce fight-là. Même si on voit des mouvements de groupe, etc., il y a assez peu de communication nécessaire, si ce n'est celle qui aura lieu quand vous aurez des transferts. Ce qui est vraiment primordial, c'est deux choses. La première chose, c'est il faut que chaque joueur ait toujours un coup d'avance sur le boss. Si vous faites surprendre par une mécanique, ce sera létal. Ça, c'est garanti. La seconde chose, il vous faut du DPS. Il faut que ça sorte parce que dans la partie avec les couloirs, alors autant votre DPS il va être pallié par les gemmes que vous prendrez et que vous prenez déjà en NM et en HM en P2. Si vous avez des problèmes de DPS, ce sera. Si vous avez une très bonne exécution P2, ça passera toujours. Elle est assez simple dans le fond si on comprend bien comment les mécaniques fonctionnent et si on est capable de les anticiper. À nouveau, je répète, il faut jamais se faire surprendre par les mécaniques, il faut avoir un œil sur son DBM ou son Big Wigs, je sais pas quelle addon vous prenez, ça n'a pas d'importance. Mais si vous n'avez pas 5-10 secondes d'avance sur les mécaniques du boss, vous vous ferez surprendre et vous mourrez. Donc, être capable de regarder ces mécaniques à l'avance, ce sera nécessaire pour chaque joueur. Il faut que chaque joueur le fasse. Et ce sera nécessaire pour eux pour pouvoir prendre les bonnes décisions et tomber le boss. Ensuite, comme je disais, il vous faut donc un bon gros DPS parce que dans la partie 1, donc quand vous êtes avec les deux robots dans les couloirs là, vous n'arriverez pas à avancer si vous n'avez pas un minimum de DPS puisque les robots en fait passent d'une salle à l'autre tous les 10% HP. Et ils restent dans la salle et ils font un certain nombre de spells et ces spells en fait reset à chaque fois qu'ils rentrent dans une nouvelle salle. Et l'espace que vous avez dans vos salles, surtout pour ceux qui sont dans le couloir de gauche, ceux qui sont dans le couloir de gauche par exemple, en fait, ont de l'espace qui est de plus en plus réduit de par la mécanique du boss de gauche. Et donc du coup, s'ils ont beaucoup de DPS, il y aura moins d'orbes électriques à éviter, et par conséquent, vous vous retrouverez à avancer dans les salles de plus en plus vite. Et voilà, c'est un des grands dilemmes dans le jeu, c'est comment on fait pour survivre. Est-ce qu'on joue la mécanique ou est-ce qu'on défonce le boss pour pas avoir à voir la mécanique. Et là, en l'occurrence, pour ce boss-là, en vue de la gueule de la place et du nombre de joueurs impliqués dans ces places-là, il faut bourriner, faut avancer. Parce que
les kappas prennent énormément de place, et surtout dans les salles par exemple où il y a des pièges, vous allez très vite être à court de place pour avancer. Donc il faut envoyer du sale. Si vous avez des joueurs qui sont un peu en dessous niveau DPS, eh ben, il y a plusieurs solutions. Ben, soit vous avez la possibilité de les remplacer et vous le faites. Si vous l'avez pas, ben, il faut regarder dans les logs et essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas dans le DPS. Aller faire des M+, pour récupérer du stuff qui est un peu plus opti. Espérer récupérer des essences, avoir un peu des essences des titans là. Et espérer récupérer des items assez intéressants. Bien s'assurer qu'on utilise les bonnes prépotes au bon moment, qu'on est opti au niveau des enchants, des gemmes. Enfin, c'est pas des choses qu'on devrait dire en mythique, mais on est souvent surpris par le laxisme de certains joueurs par rapport à ces petits trucs qui vous permettent d'avancer. Oubliez pas, hein, si vous n'arrivez pas à sécuriser un kill, il y a les runes de Ventus, c'est fantastique comme item. Ça vous aidera vraiment à forcer certains boss, hein, si c'est pas des choses qui sont déjà automatiques dans votre groupe. Alors, on va commencer par regarder un petit peu les mécaniques de opulence en mythique. Alors, on va parler tout de suite des gemmes. Il n'y a aucune différence dans le fonctionnement des gemmes en elles-mêmes. Il y a juste une petite différence, c'est la malédiction que vous avez quand vous prenez une gemme. Vous voyez, en fait, les dégâts, les 714 477 Shadow Damage là, 714 477, alors je crois qu'en héroïque, ouais, c'est bien au bout de 30 secondes. Alors du coup, les nombres de dégâts, il est infligé au même moment. La grosse différence, elle est là, en fait. C'est ceux qui prennent c'est les voilers qui vont prendre l'améthyste. L'améthyste, en héroïque, ça dure le debuff qui réduit les dégâts d'ombre dure 1 minute. En mythique, ça dure 15 secondes. Donc c'est essentiel de pas bourriner tous les joueurs pour faire en sorte qu'ils aient le truc, mais bien réfléchir à quand est-ce que vous avez besoin d'appliquer le buff Shadow Touch à tous vos joueurs. C'est essentiel de bien savoir ça. On va le regarder tout à l'heure pendant le fight, mais c'est essentiel de savoir jouer autour de ça. Et en P2, quand vous serez devant Opulence, si vous n'arrivez pas à mettre tout le raid, ce buff à tout le raid, il y aura des morts quand le boss cast. Je vais vous donner le nom du spell là. C'est Whale of Greed. Voilà, ça inflige des dégâts ça inflige 550 000 dégâts d'ombre à tous les joueurs toutes les 2 secondes. Donc ça tape un petit peu, hein, et on a bien envie de réduire ça de 90% à chaque joueur. Donc c'est essentiel que vos healers arrivent à poser le debuff de heal à tous les joueurs via l'améthyste. Donc normalement vous avez 2 healers qui ont ça, un de chaque côté. Et il faut bien que ces 2 healers en fait arrivent à poser ça sur tout le raid pour que les gens ne meurent pas quand il y a ce spell là. C'est pas très compliqué de le faire. Un chaman par exemple qui peut poser une SLT, un druide qui tranquille, ça fonctionne aussi, à condition d'être à portée bien sûr. Et on va revoir ça, le problème de la portée d'ailleurs en P2, c'est un énorme problème pour des guildes. C'était un problème pour nous en tout cas. Et voilà, vous avez pas mal de spells qui ont de l'impact sur beaucoup de joueurs rapidement. Il faut pas hésiter à s'en servir pour faire en sorte que tout le monde ait le buff et maintenir tout le monde en vie. Vous devriez pas le voir plus de... le spell en question là, Whale of Greed, vous devriez pas le voir plus de 3 fois normalement si vous avez à peu près un bon output et que vous n'avez pas perdu trop de joueurs dans les couloirs. Alors, on va commencer par la P1. Alors, les différences en P1, il n'y en a pas. Si ce n'est qu'il y a un spell en plus qui est le Chaotic Displacement. Le Chaotic Displacement, en fait, c'est le joueur qui... c'est le boss qui, à certains moments, en fait, décide de claquer des doigts et hop, il va inverser la position de 2 joueurs de chaque côté. Donc, il y a un joueur dans le couloir de gauche qui va passer à droite et un joueur de droite qui va passer dans le couloir de gauche. C'est une mécanique qui est très très emmerdante parce que vous allez vous faire déplacer tous énormément de fois et
en fait, si vous vous faites déplacer pendant qu'il y a une capacité létale de l'autre côté, vous allez vous faire défoncer. Vous allez vous faire défoncer, si et seulement si, une fois que vous êtes déplacé, vous vous êtes fait téléporter, vous décidez de vous déplacer. Parce que il faut bien lire ce spell, et il écrit bien que, en fait, une personne qui, après avoir été téléportée, ne deal pas de dégâts, mais elle ne prend pas de dégâts pendant 10 secondes. Donc en fait, quand vous êtes téléporté, la première chose à faire, c'est de ne rien faire, et de pas bouger. Et vous arriverez à rester en vie, prendre la mesure de la situation, dire bon, qu'est-ce qui se passe comme spell autour de moi, j'ai 10 secondes pour réagir, ok, il se passe ça, je fais ça, et je gis. Mais par contre, si vous vous précipitez pour aller dans la mêlée, vous pouvez vous prendre une capacité létale et ça va vous tuer. Il faut vraiment abuser du fait que vous êtes invincible pendant 10 secondes, après vous êtes fait téléporter, sinon vous passerez jamais la paire. Ou difficilement et avec de la chance. Voilà. Juste sur les capacités HM, on peut en revoir un petit peu qui vont ressortir. Le boss qui tourne sur lui-même avec son truc de flamme, bon ben c'est un coup, vous êtes mort. Hein. Les trappes, c'est 80k dégâts. Autant vous dire que par exemple quand vous avez le flame jet et la charge volatile à gauche, vous mangez les deux, vous êtes mort. Hein. Vous avez le dot de la charge volatile et vous prenez les flammes dans la face, c'est le décès assuré. Hein. C'est à peu près tout pour la P1 et les spells, hein. Il y a aucune différence, il y a très peu de différence avec la HM, si ce n'est ce truc de téléportation et le fait que justement le buff de healing dure que 15 secondes. Donc il faut bien réussir à synchroniser en fait les moments où les gens prennent les gemmes, le moment où les gens vont prendre les dégâts parce qu'ils ont pris les gemmes et de bien leur mettre le debuff anti shadow damage pour les maintenir en vie. Vu que ça dure que 15 secondes au lieu de durer 1 minute comme en HM, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, étape 2, P2. Il y a une seule différence, ça s'appelle Surging Gold. En fait, Surging Gold, c'est ultra cancer. C'est que quand vous avez le liquid gold sur vous, donc c'est l'or liquide, hein, vous avez le petit truc, ça vous fait des dégâts qui tiquent un peu comme dans le premier boss de King Rest, il vous met un truc un peu équivalent comme spell. Vous avez ce truc là, vous allez vous mettre dans vous écartez du raid, vous posez votre merde dans un coin, et ça laisse une flaque au sol qui réduit l'espace. En mythique, cette flaque, en fait de temps en temps le boss va caster Surging Gold et la flaque elle va grandir énormément. Et ça va prendre beaucoup de place dans le raid. Donc c'est essentiel de bien savoir comment placer ces flaques là, pour faire en sorte que quand on leur grandit, ça ne réduit pas l'espace dans lequel vous manœuvrez, et pour aller poser vos différentes flaques et jouer avec les différentes mécaniques. Une seconde chose, la coin shower là, ce truc là, ce spell là en héroïque c'est facile en fait de le soak à plusieurs. Honnêtement en mythique c'est pas possible. Donc quand des gens ont ce spell là, si c'est un hunter, si c'est un mage, il faut que la personne pop une immunité pour se sortir. Je crois que les Demon Hunters aussi peuvent être immunes à ce spell là. Il faut utiliser votre immunité, vous barrer et survivre le truc tout seul. Si la personne n'a pas ce spell là et que vous avez des paladins, il faut utiliser une prot. Parce que cette personne là elle a demandé de s'écarter. Il faut jamais le soak. En fait, il faut jamais le soak ce spell là. À moins que vous ayez un prêt. Je pense que un raid de 20 personnes en vie avec une barrière de prêtre d'ici ou peut-être une AM de paladin, ils peuvent peut-être tenir le coup. Mais honnêtement, vous pouvez avoir pas mal d'immunité dans un groupe de raid de 20 personnes avec des prots. Donc vous allez pouvoir rester en vie sur les 6-7 premières coin shower. Et après, vous allez commencer à sacrifier des joueurs. Mais ça sera pas bien grave. Parce que de toute façon, le DPS des personnes mortes en fait va être compensé par le fait que vos gemmes prennent de l'importance au fur et à mesure du fight. Et vous allez pouvoir tomber le boss de cette manière-là. Je vais juste vous reparler d'ailleurs de la répartition des gemmes. C'est pas très compliqué. Les gemmes de heal, une de chaque côté. Vous avez 4 healers, deux de la gauche, de la droite. Et chacun des healers, un healer va prendre la bleue, un autre healer va prendre la violette, et ça des deux côtés. D'accord. Pour ce qui est des DPS, je vous conseille 3 voire 4 personnes avec le rubis.
ça permet de stacker plus vite, et ça fait que, en fait, le truc c'est que ça stack vite, mais le buff disparaît très vite. Ce qui fait que si vous avez une de ces personnes-là qui meurt, vous avez des personnes en backup pour continuer de poser le debuff, et continuer d'augmenter les dégâts maximum qu'on inflige au boss. Et aussi, si par exemple une personne a le petit dot de gold et qui doit se barrer, et il y a d'autres personnes qui continuent de taper. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui a ce buff là, qui est en train de taper le boss à tout moment. C'est pour ça qu'on demande à autant de personnes de l'utiliser. Honnêtement, 4 cacs avec ça, c'est génial. Ou peut-être même je crois que les hunters ils peuvent. Pour ce qui est aussi du truc de crit, je pense que 4 joueurs aussi c'est excellent. Hein. C'est le topaz il me semble. Ouais. 4 personnes avec le topaz c'est excellent. Et il faut que vous preniez un peu la main pour essayer de faire en sorte d'avoir le buff incandescence au même moment que les ad pop pour la seconde fois. Est-ce qu'il y a d'autres trucs très importants? Il me semble pas. Enfin, rien qui différencie réellement du HM en tout cas. On va passer sur votre compo de raid. Alors votre compo de raid à nouveau, c'est quelles classes peuvent facilement poser le debuff. Alors on va parler juste des tanks. Alors pour les tanks, il y a pas. Je pense vraiment que vous pouvez prendre n'importe quel tank. Il y a des gens qui vont dire qu'un DK tank c'est cool pour rattraper les ZAD en P2. Ouais, oui, mais normalement vous avez assez de DPS pour qu'il n'y ait pas besoin de faire ça. Et si vous avez des druidiles, vous pouvez Vortex et même sans Vortex, vous devriez être capable de slow les ZAD et de les stun et de jouer la capa de manière sans que ce soit un problème pour les gens sans que ce soit un problème de déplacer les ZAD ou non. Il faut sortir un peu du lourd, mais c'est pas pas au point d'avoir si vous avez vraiment du mal à les tuer la première fois qu'ils pop, il va peut-être falloir prendre un décassant pour retrouver les ZAD. Mais a priori sur une rotation à peu près bien maîtrisée, il y a tout qui tombe tout seul. Hein. Alors, on va passer sur la vidéo de down. Je vais faire comme avec Mechatork. On va regarder les différents moments du fight et on va s'assurer et on va voir un petit peu quels sont les différents overlaps. Hop. Alors voilà la vidéo. Alors, j'étais en plein milieu de la vidéo, j'étais en train de la regarder. Hop, on va depuis le début. Ah oui, je voulais vous montrer encore un truc au niveau des différentes salles. Alors qu'est-ce qui se passe dans chaque salle? Dans la première salle, donc c'est symétrique. Hein. Il se passe rien. Après il y a des pièges de feu. Après il y a les lasers de feu. Après c'est la salle où il y a des poisons. Après il y a à nouveau les lasers de feu. Après il y a à nouveau les pièges de feu. Et là c'est là où on prend les gemmes. Et après c'est la grande salle avec le grand finish où le boss a des capacités qui sont améliorées. Aussi quand vous arrivez dans ces deux salles là, je crois qu'il y a le debuff de léthargie qui arrive. C'est essentiel quand vous avez ce spell là de pas bouger, hein, si ça tombe sur vous. Et quand vous êtes un healer, c'est essentiel de dispel à fond la caisse. Vous n'avez pas d'excuse de claquer un heal à la place de dispel quelqu'un. Il faut vraiment que ça aille vite. Il y a 2 healers de chaque côté, il y a 2 personnes qui ont le debuff. Faut que ça parte, faut que ça claque, faut que ça dégage vite. Voilà. Allez, on va regarder cette vidéo. Là, je suis à droite pour commencer et je crois que je vais me faire swap pendant le truc. Donc on commence dans la première salle. Là, alors par exemple pour les personnes de gauche, hein, de toute façon ce qui va vous arriver, vous allez avoir les trucs électriques. Donc vous les mettez dans des coins de la salle. L'avantage c'est que par exemple la première batch de trucs électriques, vous pouvez même les mettre en dehors de la salle. Alors dans la grande salle où il y a tout le monde. Si vous avez peur de prendre la place. Mais normalement là vous êtes sous prépote et vous avez des CD, donc il faut pas hésiter à les lancer. Quand le boss va claquer ce spell là, vous vous mettez au niveau de la jambe gauche, vous allez voir on va se mettre sur la jambe gauche du boss, vous mettez au niveau de sa jambe gauche et quand il commence à tourner, vous tournez avec lui. Si vous avez un druide tank, je crois que même le druide feral il a ça, vous avez le roar que vous pouvez utiliser pour pouvoir courir à ce moment là et aller un petit peu plus vite. Alors là on passe le boss dans la seconde salle, les pièges viennent toujours de la gauche, hein, dans cette salle à droite, là je vais me faire swap. Le boss, il faut le placer à peu près. De toute façon, il se place tout de lui-même au milieu. Mais en gros, il faut que tout le monde se place entre le deuxième et le troisième trap sur votre gauche ou votre droite. Entre le deuxième et le troisième, quand on commence à compter depuis l'entrée. Parce que, en fait, il y en aura toujours un de ces deux-là qui sera libre où du feu ne sortira pas.
Donc vous pouvez, vous regardez quand ça ouvre et vous mettez sur le bon et vous prenez pas de dégâts. Après ces flammes-là, le boss est tanké contre la grille de la prochaine salle et vous allez tourner autour de cette grille-là. Et en fait, quand vous êtes contre la grille, il y a beau avoir des flammes de feu qui partent, vous n'allez pas vous prendre de damage parce que contre la grille, les flammes de feu ne vous touchent pas. Alors hop, je me fais TP. Donc là, le boss est à nouveau contre la grille. Vous allez voir, hein, les flammes s'ouvrent. Alors là, je décide de sortir. Je prends quelques dégâts, mais c'est pas bien méchant. Mais vous voyez, on a quelques joueurs qui sont contre la grille et ils prennent pas de dégâts, on les voit là. Donc là, j'ai le debuff électrique. Ce que je sais avec le debuff électrique, c'est que... Alors là, on le voit pas bien. Là, j'ai réussi à prendre à peu près une place. Alors là, putain, ma place, elle est merde. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, hein, d'accord? Il faut vraiment prendre l'information et aller placer... En fait, ce que vous devez faire, c'est regarder les trappes sur le côté. Et en réalité, vous allez récupérer le debuff électrique. Il y a des trappes qui sont ouvertes avec des flammes qui sortent. Et vous êtes dans un espace safe. Le truc, c'est que... En fait, l'espace safe que vous avez maintenant et où vous allez essayer de poser votre merde, il est pas bon. Parce que quand votre merde va être posée, les trappes vont changer. Donc en fait, il faut garder l'œil sur les trappes à tout moment, attendre que ça switch, et quand ça switch, prendre vite l'information, voir où est-ce qu'il n'y aura pas de piège, et aller poser sa merde là. Là, on est dans la pièce où il y a des lasers, c'est la troisième salle, et les casters doivent aller vraiment contre le mur pour aller poser les lasers. Et de la même manière, les personnes qui ont les charges volatiles doivent aller contre le mur pour aller poser les charges volatiles. Quand vous avez le laser sur vous, faut pas faire des gros pâtés. Enfin, faut pas en mettre partout et traverser la salle comme un mongol. Faut vraiment essayer de tourner sur soi-même. Vous allez voir, je vais faire une espèce de petit cercle là. Et je vais faire un beau petit pâté. Et en plus, là, je touche le truc électrique. Donc ça fait un joli truc. Et hop, je sais que le machin me suit. Je vais dans un angle. Je vois que mon Wikora pop. Là, il y a un autre laser qui s'est posé à côté de moi. C'était pas top. Et voilà. Et j'ai réussi à pas... Vous voyez, hein, là, par exemple, l'espace de flamme qui était pris à gauche, il prend de la place, c'est normal, mais en soi, il prend pas énormément de place et je nique pas toute la mobilité de tous les joueurs. Et ça, c'est essentiel. Donc là, j'ai revu un autre espace où je pouvais poser mon orbe, où il y avait personne. Hein, donc on essaie toujours d'aller viser les bords de la salle pour qu'on puisse, quand on change de salle, courir tout droit et pas commencer à éviter des pièges dans tous les sens alors que la salle commence à grandir avec des flammes. C'est essentiel de vraiment laisser un couloir pour pouvoir avancer tout droit. Et c'est aussi essentiel en fait de balancer quand même du gros DPS pour avoir un minimum de charge volatile. Plus vous balancez de l'output en DPS, moins vous aurez de charge volatile et donc plus vous aurez d'espace dans la salle. S'il arrive à faire 3 castes le boss, vous allez souffrir parce que vous allez vraiment plus avoir de place. Hein. Donc là on est dans la salle où il y a des poisons, il se passe pas grand chose ici. Hein. Si ce n'est qu'en fait quand le poison il fonctionne de telle manière que quand vous passez en dessous de 50%, vous avez des stats améliorées, mais je vous déconseille vraiment de jouer avec ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc là, vous jouez avec les projections explosives, le boss casse son crush. Hein, donc vous visez toujours bien le dos du boss hein, dans cette salle-là. À gauche comme à droite, vous êtes toujours dans le dos du boss dans cette salle-là. Toujours dans le dos du boss. Quand vous arrivez dans la nouvelle salle-là, avec des lasers à nouveau, le conseil c'est de reclaquer des prépotes pour continuer d'avancer. Dès que vous avez un CD up, faut le balancer dans toutes les salles pour avancer le plus vite possible. Donc là, hop, on a tous reclaqué nos prépotes. Moi, je suis encore sous un carne. Non, ça a dû être un proc, ça les incarne. Et là, de nouveau, j'ai une flamme. Et avec ma flamme, je vais essayer de refaire un gros pâté comme tout à l'heure. Donc là, j'essaie de tourner un petit peu sur moi-même. Faut surveiller ce que fait le boss, hein, parce qu'il aurait pu caster un crush sur moi à ce moment-là. Je prends quelques damages, je me place assez mal. C'est essentiel de faire attention à ça. Là, j'ai la projection explosive. À nouveau, je vais dans un coin. L'entrée, c'est un super endroit où aller mettre les orbes. Il y a rien à faire à l'entrée. Il y a rien à faire à l'entrée. Donc, à part poser de la merde. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Donc là, on se positionne bien. Vous allez voir, les trappes vont s'ouvrir. Et là, je vais me faire swap. Donc, je vais essayer de trouver un emplacement pour pas embêter la prochaine personne qui va se faire swap. Donc là, je me mets dans un endroit où il n'y a pas de piège. Et là, je me retrouve à changer de salle. Là vous allez voir, hein, j'ai mon incarne, je pourrais garder mon incarne pour la P2, mais non je la claque maintenant pour continuer à pusher dans les salles. Parce que le DPS que j'aurai pas parce que j'ai pas l'incarne dans la P2, eh ben je l'aurai quand même grâce à ma gemme. Donc je m'en fous en fait. Donc là je vois le crush, je me mets dans le dos, hein, faut toujours se mettre dans le dos, surveiller ce que font les trappes, et là le boss va nous faire courir, donc on se met contre le mur. Alors on voit assez mal, hein, parce que la caméra c'est un peu cancer, mais voilà, vous voyez, on arrive à courir là, et hop, bon bah là je me suis fait swap, on voit pas bien.
L'essentiel de vos DPS, s'ils prennent pas le truc rouge, et s'ils prennent pas le truc de crit, ils vont prendre l'opale. Les racines peuvent être intéressantes si vous avez du mal sur le premier pop dad. Et elles peuvent même être très très intéressantes parce que les racines elles stackent vite, mais elles déstackent vite aussi. Mais du coup ça fait que vous aurez quelqu'un qui a beaucoup de DPS dès le début et il pourra détruire les ZAD. Donc ça peut être plutôt pas mal sur certains casters qui ont un bon output AOE. Typiquement peut-être un mage feu ou un mage frost même aussi, ça fait très mal. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme caster qui a un très gros burst AOE. J'ai pas d'idée, peut-être le Chamelem. Je sais plus ce qu'il donne en AOE maintenant. Je pense que c'est assez fort quand même. Donc, enfin voilà, réfléchissez un petit peu à quelles classes peuvent balancer un gros output AOE. Et elles peuvent éventuellement prendre les racines si vous avez du mal avec le premier pop dad, vu que vous allez claquer la BL sur le second pop dad. Hop, on relance la salle, on a nos gemmes. Avant de prendre ces gemmes, on s'assure qu'il n'y a pas un switch qui va avoir lieu rapidement, pour pas que les gens se fassent... qu'on se retrouve dans la salle en fait avec la gemme et sans healer pour pouvoir nous mettre le debuff anti-shadow damage. Donc là à nouveau j'ai la charge volatile, j'essaie de trouver un coin à la con, j'en ai encore trouvé un, je regarde ce que fait le boss, il est en train de stun à un autre endroit, je joue avec mon Wikora et hop je me replace. Et là on joue la grande salle. La grande salle, maintenant c'est le moment de l'équilibrage. C'est tout à fait normal qu'il y a un boss qui va un peu plus vite que l'autre. En général c'est le boss de gauche, mais ça peut être le boss de droite aussi, ça arrive. Donc quand c'est ça, il faut équilibrer les dégâts et faire en sorte que les deux boss meurent en même temps. S'ils ne meurent pas en même temps, le boss opulence en fait va en absorber un et il va avoir ses points de vie qui vont être multipliés par 2 et ses dégâts multipliés par 2 et vous tuerez jamais le boss. Donc quand vous avez les charges volatiles, vous allez toujours les mettre dans un coin et vous faites en sorte, vous surveillez votre debuff et vous assurez que vous remplissez pas la salle avec ça. Donc évidemment l'équilibrage c'est bien, mais bon la salle elle se réduit. Donc il faut balancer quand même pas mal de DPS des deux côtés pour essayer de faire en sorte de pas se retrouver à plus avoir de place. Et vous allez voir de l'autre côté. Et j'espère que je vais me faire TP pour vous montrer ce qui se passe de l'autre côté parce que c'est l'enfer de l'autre côté aussi. C'est l'enfer de l'autre côté. Alors, voilà, je vais me faire swap, on va pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors. Donc là, on est sur le boss, là il lui reste 10%. Lui, il fait toujours la même chose. Il tape sur le sol, il tourne sur lui-même. Il tape sur le sol, il tourne sur lui-même. Et il faut faire la danse toujours avec rigueur et être toujours propre là-dessus, tout en essayant de sortir un maximum de DPS pour sortir le plus vite possible de cette situation, puisque c'est toujours ce boss-là qui est le plus lent à tomber. Donc il faut jouer la jambe gauche, vous allez voir je vais jouer la jambe gauche, et là on a un druide tank qui lui va pouvoir poser un roar, et on va avoir un buff de move speed et on va pouvoir le jouer. Si vous n'avez pas de druide tank qui peut faire ça, vous pouvez prendre un chaman avec un totem de speed par exemple, ou il y a d'autres manières d'augmenter votre vitesse, mais en réalité vous n'avez pas besoin de buff de speed pour pouvoir le faire, mais par contre si vous n'avez pas de buff de speed, il faut être très 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 propre sur cette mécanique, sinon ça ne passera pas. Donc là on a réussi à tomber les deux boss et on va rentrer dans la P2. Alors la P2. Alors stop tout de suite. Donc là le boss est placé ici. Tout le raid va se positionner sur le carré. Les tanks seront à l'opposé du carré, donc de l'autre côté du boss. Donc tout le monde se positionne sur le carré. Donc là on voit notre tank Nours qui est bien positionné. Et toutes les gens du raid vont se positionner sur le carré, sauf les personnes qui ont les gemmes jaunes. On en voit un là, il y a Exo, il y a Kazgul, Lorki et Alava qui sont bien positionnés sur les côtés avec leur debuff, prêts à rentrer en contact avec le reste du raid pour donner le buff de crit à tout le monde. Là c'est essentiel de vraiment avoir un énorme œil sur votre DBM pour pouvoir anticiper et prendre des décisions. Parce que vous allez vouloir poser vos zones d'or dans les coins de la salle, et en fait un endroit super pour pouvoir poser la zone d'or pour que quand elles grandissent, elles viennent pas nous emmerder, c'est le couloir. Le problème du couloir, c'est que si vous allez dans le couloir pour poser votre flaque, vous n'êtes plus à portée des healers. Et donc, si vous n'avez pas pris l'information que l'or va grandir, ou que le boss va caster son spell qui fait des dégâts d'ombre sur tout le monde, et que vous n'êtes pas à portée des healers pour pouvoir recevoir le debuff anti-shadow damage, vous êtes mort. Donc il faut arriver à jouer les couloirs, mais il faut arriver à les jouer intelligemment, tout en ayant en prenant l'information sur le boss de qu'est-ce qui
quel va être le prochain spell qui va lancer. Donc vous devez avoir un œil sur votre DBM avant de prendre des décisions à ce moment-là. Donc on est en train de DPS le boss, et là, donc il y a l'or liquide qui va tomber, on a le buff Coin Shower qui est sur l'Orki. L'Orki c'est un mage, donc lui il va pouvoir utiliser... Non, c'est pas l'Orki, c'est Exo. Mais Exo c'est un mage aussi, et lui on va voir, il va IB tout seul dans son coin, il va pas venir avec nous pour faire soak ce spell. Contrairement à HM, on va vouloir le soak. Nous, en mythique, on va pas vouloir faire ça, ça va faire trop de dégâts sur le raid. On va plutôt utiliser des immunités avec des bops de paladin ou les immunités propres à vos personnages. À votre personnage. Donc les ors liquides, eux, se barrent sur les côtés. Et là, on a les ZAD dans 2 secondes. Le premier pop dad, on ne fait rien. On utilise, si on a quelques CD qui sont là, on peut les utiliser. Moi, j'ai mon incarne, je vais même pas l'utiliser, vous allez voir. Hein. Les ZAD sont là, je balance, on les dote et on balance de l'output. Et vous allez voir, hein, on a des druidiles, donc ils balancent des vortex. Et ça va ramener les ZAD d'eux-mêmes. Et un décatank avec un mass grip, ça peut fonctionner aussi, ça marche très très bien. Alors, voilà. Ça c'est intéressant ce moment-là. Alors, vous voyez, on est en train de taper le boss, on est en train de taper les ZAD, il se passe plein de trucs. Et on a quand même des gens qui ont le debuff hors liquide et qui vont aller le poser dans un coin. Le truc, c'est que là j'ai le timer, c'est marqué Surging Gold 7.7. Donc dans 7 secondes, toutes les flaques d'or qu'on a posées, elles vont grandir d'un coup et prendre beaucoup d'espace. Si Sylar et Toradra, ils décident d'aller dans un couloir où il y a déjà eu de l'or qui est posé, et qu'ils se mettent dans un coin et disent ah bah je suis dans un coin cool, c'est bon, je vais pouvoir poser mon or tranquille, et que ce spell est lancé, et qu'ils n'ont pas un œil sur leur DBM, bah ils vont mourir. Parce qu'ils seront mal placés en fait, et qu'ils n'auront pas anticipé le fait que l'or va grandir. Pareil pour Ares qui va se bouger. Donc là on les voit se bouger, et l'or grandit d'un coup. Là c'est parti, l'or va prendre de la place, et là ils sont niqués. Ils sont dans des... Alors là, il n'y a pas beaucoup... On a de la place, donc c'est pas très grave. Donc là, j'ai eu la Coin Shower, on m'a mis une Blessing of Protection, et je vais dans un coin pour pas infliger de dégâts d'autres joueurs. Voilà. Là, le boss va caster son incant, et vous pouvez voir, on a des joueurs dans les couloirs. Là, on a un joueur dans un couloir, et il me semble qu'il va mourir parce que le boss va caster Whale of Greed, parce qu'il a décidé d'aller poser son or dans un couloir, alors que le boss va caster son spell qui va faire des shadow damage sur le raid, et c'est possible qu'il en meure. On va voir ce qui va se passer. Et hop, voilà, il est mort instantanément. Raz, il est mort instant parce que il a décidé d'aller poser son or dans un couloir, et donc du coup de s'écarter des healers, et il a jamais eu le debuff, et il est mort dès le premier tick, il est mort, parce qu'il avait pas le debuff et il était trop loin. Et c'est même possible qu'on a d'autres morts. Ah non, c'est bon. S'il y a Casgul peut-être... Non, il va tenir. Vous voyez, c'est vraiment... En fait, faut jouer les couloirs pour aller poser vos buffs, mais il faut prendre compte... Il faut tenir compte de ce qui se passe dans le DBM avant de prendre des décisions comme ça. Donc là, l'or va grandir. On voit, il y a des gens qui sont... Alors, je sais pas comment les gens sont placés, mais c'est possible qu'il y ait encore des gens qui se fassent surprendre par le fait qu'ils vont poser leur truc. Voilà, regarde, Kemtar, il est en train de courir dans l'or. Les Kemtar, c'est PV, ils sont en train de descendre. Donc c'est vraiment essentiel de rendre compte de ce qui est en train de se passer à ce moment-là, avant de se faire défoncer. Là, second pop dad, vos personnes qui ont la gemme de crit, ils ont fait en sorte d'avoir leur gemme de crit de prête à ce moment-là, et là on va BL. Et on a BL d'ailleurs. On a BL, et là on va défoncer le boss. Le boss, vous allez voir, il va fondre comme neige au soleil pendant la BL. Je pense que vraiment vous avez vu tous les bad setup à ce moment-là. Donc les Coin Shower à nouveau, ils vont dans leur coin et on leur met une... Je crois qu'on avait plus de prod pour Maka, donc Maka il va mourir, on va rien pouvoir lui faire. Il est condamné, hop, il est mort, voilà. Et là l'or va grandir à nouveau, ça va nous prendre de la place, vous voyez c'est dégueulasse. Hein. Donc cette flaque là, elle va vraiment nous poser des problèmes là. Quand l'or va grandir. Mais c'est pas grave, hein, on a déjà assuré le kill, là le boss a plus beaucoup d'HP, il peut plus vraiment nous arriver d'affreux maintenant. Hein. Vous voyez, hein, il faut vraiment rendre compte que l'or va grandir avant d'aller vous positionner. En fait, il faut pas vous positionner et attendre que l'or grandisse. Il faut attendre que l'or grandisse et ensuite aller vous positionner. Et jouer avec votre debuff à ce moment-là. Ou alors prendre une prot, demander un externe pour pouvoir jouer sur les flaques d'or avec votre debuff. C'est vraiment deux trucs, deux manières de faire les choses.
Donc là j'ai la coin shower, on a plus de bop, donc vous allez voir, je continue de DPS un peu le boss, j'essaie de prot, mais bon, je DPS le boss autant que je peux et je meurs parce que bah on a plus de prot, on a plus rien pour me tenir, mais c'est pas grave, le boss est mort et on a gagné. Voilà, c'est tout. Et on est content et on crie et c'est la fête. Donc je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait sur ce fight là. Il y a pas mal de Wikora qui sont impliqués là-dedans. Si des gens le demandent, je mettrai des liens dans la description. Éventuellement, il faudrait que j'aille les retrouver sur mon personnage. J'ai pas l'intention de le faire là, mais je pourrais le faire. Ou alors, vous pouvez venir éventuellement sur mon Discord ou mon Twitch pour venir me dire bonjour et me demander les Wikora. Je pourrai vous les linker à ce moment-là. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et un bon progrès. Au revoir.